Je tiens à remercier Martine de l'invitation pour venir vous présenter la conférence sur les deuils blancs ce matin. Tout d'abord, c'est ça, Martine vous l'a bien dit, vous l'a bien présenté tantôt. Moi, tout d'abord, je suis un intervenant responsable des services aux membres pour Parkinson, Centre du Québec-Mauricie. Mon rôle au niveau de Parkinson, c'est d'offrir des services autant pour les personnes atteintes de la maladie que pour les proches aidants, en partenariat avec l'appui de Florence qui est ici ce matin. Donc, on a plein de services à offrir aux gens, des visites à domicile, du soutien psychosocial. Donc, je tiens quand même à vous le dire que Parkinson, Centre du Québec-Mauricie existe, puis il y a vraiment des services qu'on peut vraiment offrir aux gens qui souffrent de la maladie ainsi que les proches. Les proches aidants, ça peut être le conjoint, la conjointe, mais ça peut être aussi des amis proches, ça peut être les enfants, ça peut être de la parenté qui est loin aussi, puis qui ne comprennent pas la maladie, puis qui veulent vraiment avoir plus d'informations. Martine a oublié de vous le dire tantôt, je vais vous faire le message aussi. Au niveau des questions, on va fonctionner ce matin, vous allez avoir des petits papiers avec des crayons pour les prendre en note. Donc, je ne répondrai pas à vos questions immédiatement. Je vais donner la conférence, puis il va y avoir un petit temps à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc, je vais sûrement vous poser des petites questions quand même durant la conférence parce que j'aime quand même avoir un pouls de la salle quand je la donne. Encore une fois, merci beaucoup. Ce que je vais vous donner comme contenu aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est suite à une formation que je suis allé prendre l'année passée à la Maison Montbourquette à Montréal. Donc, je suis allé passer 2 jours à Montréal pour aller suivre une formation sur les deuils. Le deuil, simplement le deuil, donc, qui est dû à la perte d'une personne, un décès. Par contre, avec les recherches que j'ai faites, on peut vraiment adapter le deuil avec les deuils blancs. Les deuils blancs, je vais vous l'expliquer un peu c'est quoi. Mais tout le contenu de ça, je vous dirais, vient de la Maison Montbourquette, mais j'ai quand même adapté en lien avec les deuils blancs. On va parler des deuils blancs en lien avec la maladie, mais en lien avec plein d'autres choses aussi. Donc, les deuils blancs, il y a un PowerPoint qui va avoir aussi des écritures que je vais quand même me fier. Puis, on va commencer premièrement par le processus de deuil. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est suite à une formation sur les deuils. Un deuil, c'est quand on a une perte d'une personne qui décède. Je vais vous expliquer en gros c'est quoi. Le processus de deuil, je vous dirais que selon la littérature, selon les enseignements, il y a des processus de deuil qui se font des fois en 4 étapes. Il y en a en 5 étapes. Moi, j'ai pris celle de Monseigneur de Montbourquette, qui, lui, est à 7 étapes. Mais si vous lisez dans certaines littératures, il y en a que c'est 4 étapes, il y en a que c'est 5. Donc, premièrement, le processus de deuil, en premier lieu, c'est le choc et le déni. Donc, on apprend une nouvelle, on a une chose qui survient dans notre quotidien, puis on a un choc. Donc là, quand on a un choc, qu'est-ce qu'on fait? On fige. Et suite à ça, il va y avoir aussi le déni. Donc, le déni, c'est quoi? Non, ça se peut pas. Non, ça ne peut pas m'arriver à moi. C'est impossible. Puis ça, on va l'avoir beaucoup en lien avec une annonce de diagnostic de maladie aussi. Mais avec plein d'autres choses qui peuvent survenir dans notre quotidien. Donc, on parle des deuils blancs pour mieux et bien vieillir. Je vais vous en parler tantôt parce que quand on vieillit, quand on prend des retraites, il survient des choses dans notre vie. Donc, il faut s'adapter. Donc, la deuxième chose, l'expression des émotions et des sentiments. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'expression des émotions, quand on vit un deuil, souvent on va pleurer. Il y a même des gens qu'avec la nervosité, il y en a dans les salons mortuaires, ils vont aussi se mettre à rire. Il va y avoir plein de manières d'exprimer des émotions et des sentiments. Puis souvent aussi, la manière d'exprimer, c'est que ça va être aussi des fois pour cacher une émotion. Donc, des fois, les gens vont rire, mais c'est pour cacher une peine. Les gens vont se fâcher pour cacher une peine. Il y a plusieurs manières d'exprimer des sentiments, des émotions, mais des fois, il faut aller au-delà de ce que l'émotion que l'on veut transmettre. Des fois, il y a un signal à l'arrière de ça. Ensuite, c'est la réalisation des tâches concrètes reliées au deuil.
Donc, à partir d'un certain temps, le deuil est passé, on a exprimé nos émotions. Là, qu'est-ce que je fais pour me sortir de ce deuil-là, de cette situation-là? Parce que là, il faut parler de deuil, c'est un décès, mais le deuil blanc, ça peut être un changement de situation, ça peut être plein de choses. Donc, en lien avec ça, qu'est-ce que je mets en place? Puis je vais vous l'expliquer tantôt vraiment les actions qu'on peut faire. Ensuite, un coup qu'on a tout placé nos choses, on était dans un processus qu'on a comme vécu notre deuil, mais en même temps, un deuil, il n'y a pas de temps. Tu sais, des fois, on entend, un deuil, ça prend 1 an. Il n'y a pas de temps prédéfini pour vivre un deuil. Il y en a que ça peut prendre 6 ans, 7 ans, 8 ans, et c'est correct comme ça. C'est vraiment personnel à chaque personne. Donc, suite à ça, la quête d'un sens à la perte, c'est qu'est-ce que je vais aller chercher dans cette situation-là qui m'a fait grandir? Qu'est-ce que j'ai découvert sur moi à travers tout ça? Il y a des gens qui vont se découvrir des forces à travers des situations, des deuils qu'ils vont vivre. Ensuite, l'échange des pardons, ça, je vous dirais, c'est beaucoup plus en lien avec le deuil, mais il y a aussi le deuil blanc parce que souvent, on va avoir une perte, puis dans l'expression des émotions, on peut être fâché aussi, on peut être en colère. Mais suite à plein de choses, en mettant des choses concrètes en place, bien là, on va se dire finalement, c'est peut-être une bonne chose que cette situation-là soit arrivée. Donc, on fait comme un pardon avec la situation qui est arrivée pour nous aider à passer à autre chose. Le laisser partir, bien, je vous dirais, c'est presque immédiatement après l'échange des pardons. Quand on a décidé de dire, bien, OK, je passe à une autre chose, finalement, cette situation-là dans laquelle j'étais, c'était pas nécessairement bon pour moi, bien, c'est là qu'on peut laisser partir, dire c'est bon, OK, et je passe à autre chose, je m'enligne vraiment sur une autre lignée, une autre activité, ou peu importe, en lien avec ce qu'on vit à travers tout ça. Puis, et l'héritage, bien, je vous dirais, il est un peu en lien avec la quête d'un sens. L'héritage de ça, c'est qu'est-ce que je me suis découvert comme force, mais en même temps, l'héritage, c'est qu'est-ce que je peux faire avec ces forces-là pour peut-être aider d'autres personnes. Ça, souvent, on va le voir dans des gens qui ont eu, exemple, un diagnostic d'un cancer, puis que finalement, ils ont été en rémission, ils ont guéri. Suite à ça, ils vont s'impliquer dans des causes. Donc, il y a les demoiselles, tu sais, il y a plein de choses qui se font là, au niveau soit des maladies ou des gens qui vont avoir comme, il y avait à un moment donné le MAD, ça c'était les parents des enfants qui avaient été décédés dans des accidents d'auto suite à soit de l'alcool ou de la drogue. Donc, ces parents-là, ils vont s'impliquer aussi pour aider. Donc, c'est un peu ça au niveau de l'héritage qu'on veut parler. Donc, quelques explications, je vous dirais, ça c'est vraiment le plus concret, c'est qu'est-ce qui est écrit dans les livres, le choc et le déni, c'est la personne peut ressentir un sentiment des réalités. Donc, j'en ai parlé tantôt, et avoir l'impression de vivre un mauvais rêve. Les émotions peuvent être temporairement gelées. Ça, je trouve que c'est important de vous le mentionner parce que souvent, il va y avoir une situation, soit un décès, ou comme je vous dis, dans une annonce de diagnostic, souvent, on va paniquer, puis là, on va dire, faut pas, au niveau du suicide surtout. Puis je vous dirais que le 48 à 72 premières heures, quand cette situation-là arrive, il n'y a aucun danger que la personne passe à l'acte parce que, je viens de vous le dire, les émotions sont temporairement gelées. Donc, on vient comme un petit peu, puis on ne bougera pas. Donc, je vous dirais, là, c'est après 72 heures que là, ça peut être critique. C'est quand on va commencer à exprimer les émotions et les sentiments. C'est là qu'il peut y avoir un certain danger. Mais je vous dirais, le 48 à 72 premières heures, c'est pas quelque chose qui est vraiment alarmant. Il faut quand même rester à l'affût de tout ça, puis vraiment être attentif à la personne, mais c'est pas vraiment quelque chose qui va être vraiment là, important. L'expression des émotions et des sentiments, le deuil est un tsunami émotionnel pouvant passer de la tristesse, la colère, la culpabilité, l'anxiété, la peur, la dépression et le sentiment de libération. Donc, quand je vous parle d'un tsunami, c'est plein de choses. Ça va se promener comme ça en vague. Fait que souvent, c'est ça. On va avoir un sentiment de libération en lien avec un décès. Puis là, ben après ça, on va se sentir coupable. On va se sentir coupable de dire « Hey, comment ça que finalement, je me sens libéré que mon conjoint ou ma conjointe soit décédé? » Puis en même temps, oui, ça fait du bien. On se sent comme libéré, mais en même temps, on se sent coupable de penser ça.
Parce que c'est pas normal de dire je suis content ou je suis presque libéré que mon conjoint, ma conjointe soit décédé. La réalisation des tâches concrètes reliées au deuil, recherche de solutions pour mieux s'adapter au changement. Ça va vraiment être en lien beaucoup avec les deuils blancs. Les changements, donc là, on va aller chercher des ressources, on va aller chercher des groupes d'entraide, on va vraiment aller chercher des endroits spécialisés pour nous aider selon ce que l'on vit à travers le deuil. La quête d'un sens à la perte, on prend du recul, on fait un bilan, a-t-on découvert de nouvelles ressources en soi? C'est ce que je vous parlais tantôt. On va se découvrir des forces à travers de ça. Puis des fois, ça va arriver qu'on va dire hey, je pensais jamais d'être capable de passer à travers ça, cette situation-là. Autant le deuil blanc. L'échange des pardons et le laisser partir, on apprend à vivre avec nos pertes en remplaçant par autre chose. On est plus capable de faire certaines activités en lien avec un diagnostic de maladie. Puis ça, je vous dirais, je le vois beaucoup avec la maladie de Parkinson. Il y a beaucoup d'activités que les gens pouvaient faire à un certain temps, mais avec la maladie, il y a des activités qui se doivent de réajuster ou simplement d'arrêter, mais on essaie de trouver d'autres choses à faire. Et l'héritage, c'est ce que l'on retient de positif de nos expériences, ce que cela a fait grandir à l'intérieur de soi, puis ça va aussi nous amener aussi à s'impliquer dans certaines ressources pour aider d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Au terme du deuil, on peut en parler sans être déstabilisé ni troublé émotionnellement. Donc, des fois, on entend dire finalement, mon deuil, j'ai fait mon deuil est réglé. Donc, on va en parler et on ne sera pas déstabilisé émotionnellement. Donc, on va être calme. Oui, il peut y avoir quand même des émotions qui peuvent monter. Il peut y avoir des souvenirs qui peuvent nous monter à la tête aussi, mais on ne sera pas déstabilisé. Ça ne viendra pas nous accabler là, pendant des journées et même des mois, je vous dirais. Là. On retrouve un état d'équilibre, une énergie physique et mentale. Parce que quand on vit un deuil, tout ça est affecté. Autant le physique, autant le mental. Puis je vous dirais que ça, c'est vraiment en lien directement. Le physique va moins bien, des fois, on va avoir tendance le psychologique va avoir tendance aussi à être affecté. On va être plus démoralisé, on va être plus fatigué. Donc là, le fatigue, c'est aussi physique, mais ça peut être aussi une fatigue mentale. On est fatigué de vivre ces émotions-là aussi. Et ensuite, on est en paix avec la perte et on retrouve le goût de s'investir dans de nouveaux projets. Ça, je vous dirais que ça va parler beaucoup aussi au niveau des deuils blancs, que je vais justement vous parler tout de suite après. C'est que là, il va y avoir des changements dans notre vie, il va y avoir des modifications dans notre vie. On va faire un déménagement, il va y avoir un divorce, il va y avoir une perte d'un animal, il va y avoir des activités qu'on ne peut plus faire. À partir de ce moment-là, on va dire, OK, là, j'ai vécu ce que j'avais à vivre. À cette heure, qu'est-ce que je fais comme nouveau projet? Un deuil blanc, c'est quoi? On est rendu là. Bien que l'on associe souvent le deuil à la mort, on peut vivre des deuils dans plusieurs situations. Séparation, une perte d'emploi, la retraite, déménagement, maladie, perte de capacité physique ou mentale, etc. Donc, il s'agit d'une perte ou d'un changement de situation important pour soi. Est-ce que ça vous parle, ça, ce matin? Oui. Mettons ce matin, là, puis je prendrai pas beaucoup de réponses, mais je veux quand même juste vous faire prendre conscience. Parmi les personnes qu'il y a dans la salle, mettons, exemple, je vous parle d'un deuil blanc ce matin avec ce que je viens vous donner comme explication. Y en a-tu qui vivent des deuils blancs, là, ce matin, là? Qui vivent quoi? Des quoi? Des deuils blancs. Des deuils blancs ce matin. Excusez, j'ai mal prononcé. OK? Je vais en prendre un exemple. Mettons, nommez-moi un deuil blanc que vous vivez, s'il y en a qui sont à l'aise de le dire. La mémoire qui baisse. La mémoire qui baisse. OK, on parle de perte de capacité physique, monsieur. OK. Un autre? Le déménagement. Et là, probablement, c'est qu'on doit vendre la maison et on s'en va rester en résidence. Là, on vit des deuils blancs à travers tout ça. On en vit au quotidien. Puis je vous dirais que c'est pas obligé d'être des grosses situations. Je vous dirais qu'au quotidien, tout le monde, on vit des deuils blancs. Parce que
c'est un changement de situation important dans notre vie. Donc, la majorité des gens, là, je vous dirais, on peut vivre des situations importantes au quotidien. Deuil et continuer à bien vieillir. Ça, c'est mon PowerPoint qui m'a fait des défauts ce matin, mais c'est pas grave. Vivez-vous des deuils? On s'en est parlé. Il y a 2-3 personnes qui m'ont répondu. Puis je suis convaincu qu'à travers tous les gens qu'il y a ici, moi, je vous dirais qu'il va y avoir une minorité d'entre vous qui ne vivent pas de deuil blanc. Je suis convaincu. Les difficultés, quand on vit un deuil blanc. Ambivalence affective. Qu'est-ce que ça veut dire? Culpabilité, colère, frustration, peine, impuissance. Donc, on va prendre un exemple. On est dans notre maison, ça fait 40, 50 ans qu'on vit dans notre maison. On a des souvenirs, on a plein de choses, mais à un moment donné, on se rend compte qu'on doit déménager dans une résidence. Donc, au niveau des difficultés, on est ambivalent. On est frustré, on a de la peine, parce que là, on sait qu'on doit laisser plein de souvenirs dans cette maison-là. Même on va même parler des odeurs dans cette maison-là quand on faisait à manger n'importe quoi. C'est toutes des choses que là, il faut dire, il faut qu'on mette de côté, puis il faut aller dans une résidence. D'un autre côté, on s'en va dans une résidence. Pourquoi? Bien, aller chercher de la sécurité, aller chercher un petit peu plus d'aide, moins de tâches aussi à accomplir, parce que là, on n'a plus l'entretien de la maison, donc quand on est dans une résidence. Mais ce qui fait, là, c'est tantôt quand je vous parlais d'un tsunami d'émotions, c'est la même chose. Quand on vit des deuils blancs, c'est que là, on ne sait plus, des fois, quel bord se pencher ou pas. En lien avec une perte d'emploi, c'est la même chose. On va perdre un emploi. Au début, on va être fâché. Puis après ça, peut-être qu'on va se dire, bien finalement, je n'étais pas bien cet emploi-là. C'est mieux comme ça que je sois parti de là. La retraite. La retraite, c'est quelque chose qui est un changement extrêmement important dans la vie des gens. Puis, les difficultés au niveau de l'ambivalence affective, c'est que, oui, je suis content, j'ai travaillé pendant 30 ans, 35, 40 ans, je vais prendre ma retraite et je vais être capable d'en profiter. Puis, je vous dirais, le pourcentage, je ne le connais pas, mais il y a beaucoup de gens qui vont tomber à la retraite et qui vont s'ennuyer. Donc, on n'est pas capable de meubler tout le temps qu'on avait à travailler, 35, 40, 45, 50 heures, parce que souvent, on est des gens qui ont travaillé beaucoup dans toute notre vie. À partir de ce moment-là, oui, on est content de plus travailler, mais en même temps, d'un autre côté, on s'ennuie. Parce que là, on a de la difficulté à trouver des activités pour tout meubler ce temps-là. Situation invisible, on ne la voit pas. Donc, le deuil blanc, c'est pas un bras qu'on a de cassé. On n'a pas un plâtre. Ce qu'on vit, là, on le vit à l'intérieur de nous autres. Donc, on ne le voit pas. Donc, si on n'en parle pas, il n'y a pas personne qui peut détecter qu'on vit des deuils blancs, qu'on vit des difficultés à travers ça. Puis souvent, quand on ne les voit pas, les gens vont dire, ben non, ta situation, c'est pas si pire que ça. Voyons donc, tu déménages de ta maison, tu vas avoir moins de choses à t'occuper, tu vas être bien là-bas. Mais tout ce que l'on vit dans l'ambivalence au niveau affectif, ben ça se voit pas. Donc, c'est plus difficile aussi à détecter tous les gens qui sont autour de nous. Les compréhensions de soi et des autres, ben c'est un peu en lien avec ça. Hein? Les gens qui ne vivent pas une situation, qui n'ont pas à déménager, qui n'ont pas de maladie ou peu importe, des fois, ils peuvent avoir de la difficulté avec ce qu'on vit à travers tout ça. Donc, les gens, souvent, vont vouloir en parler, puis ils vont se sentir incompris. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire aussi, c'est qu'ils vont se refermer sur eux autres mêmes. Ils vont tout garder ça en dedans d'eux autres. Fait que ça peut être aussi une difficulté en lien avec les deuils blancs. Difficulté d'adaptation, ça, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais on va continuer. Donc, la solitude, l'environnement, les tâches, le temps et meubler son temps, la vie de couple, famille, relation avec les enfants, la communication. Donc, on vit des deuils blancs, on a l'annonce d'une maladie. La personne n'est pas décédée. On a un diagnostic d'une maladie, peu importe. On peut parler de l'Alzheimer, on peut parler du Parkinson, on peut parler du cancer, on peut parler de plein de diagnostics de maladies. Qu'est-ce qu'on va avoir? Puis je vous dirais, le premier mot
qui me vient en tête, c'est vraiment la solitude. Quand on vit des situations et on a tendance des fois à vouloir s'isoler, on va vivre de la solitude, donc on va vraiment se recoquiller sur nous autres-mêmes et on n'en parlera pas. Quand on est en une vie de couple, quand les deux ont travaillé toute leur vie, un travail chacun de leur côté, du jour au lendemain, on se retrouve 24 heures sur 24 ensemble. Ça peut-tu arriver qu'il y ait des petits accrochages? Comment vous dites? J'ai dit que ça en pense, Charlie. Fait que donc, ça, c'est d'autres choses aussi. C'est pour ça, tantôt, je vous disais, c'est une adaptation. Donc, qu'est-ce que je fais pour m'adapter à ma nouvelle situation? T'sais, on est en couple depuis des années, mais on a travaillé chacun de notre côté. On avait notre routine, chacun de notre bord. Du jour au lendemain, on est toujours ensemble. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on privilégie des activités de chacun de notre côté? On fait des activités aussi en couple, mais c'est des choses qui vont être très, très importantes. Puis je vais vous parler tout de suite de la communication. La communication va devenir de plus en plus importante à ce niveau-là. Parce que faut s'adapter au quotidien. Puis je vous dirais que c'est pas une journée, ça va bien, puis demain, ça va aller bien aussi. Ça se peut que demain, il y ait d'autres choses à s'ajuster aussi. Parce que c'est des gros changements qui sont là pour vous. Meubler son temps, ça, je vous en parlais tantôt, beaucoup en lien avec la retraite. Quelque chose qui va être vraiment, vraiment important. Je vous dirais que depuis plusieurs années, dans le fond, j'en ai entendu parler parce que moi, j'ai de mon frère et de mes soeurs qui ont pris des retraites. À ce temps, je sais qu'ils ont des genres de formation, de préparation à la retraite. Fait que ça, je dirais que c'est un bon outil pour les gens pour se préparer à la retraite. Donc, il leur donne des trucs, il leur donne des endroits où ça aller, puis il y a aussi des regroupements aussi, des retraités, ces choses-là. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être vraiment intéressant aussi pour les gens. La relation avec les enfants, c'est la même chose. Il y a des parents qui vont devenir des gardiennes parce que les enfants vont avoir des enfants, ils vont garder les petits-enfants. Donc, ça peut être des choses aussi, mais il faut quand même ajuster ça avec les enfants. Parce que, oui, on peut garder les petits-enfants, mais il ne faut pas garder les petits-enfants à temps plein non plus. Parce qu'il faut se garder du temps pour nous. Mais c'est toutes des choses, c'est tout de l'ajustement. Puis je vous le dis, le mot, c'est adaptation. Il faut être capable de prendre le temps de s'adapter à nos nouvelles situations. Quand on vit un deuil blanc, puis là, je vous dirais, je vais vous mettre le deuil, le décès, la mort d'une personne, mais le deuil blanc, donc une nouvelle situation, un changement important, on a tendance à faire vite, 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 on passe à autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on ne se donne pas le temps de vivre ce qu'on a à vivre à travers ces changements-là. Fait que ça, on peut parler des fois de séparation, de divorce. Il y a des gens qui vont avoir tendance des fois à avoir un divorce, ils n'auront pas le temps de vraiment tout passer à travers les processus de deuil, puis ils vont s'en aller en couple immédiatement tout de suite avec une autre personne. Ça, c'est un bel exemple qu'on peut vivre dans la société. Mais ça peut être aussi de dire, parce que ça, c'est beaucoup en lien aussi avec le déni. Donc, on va un peu être dans le déni de dire « Non, c'est correct, regarde, je vis une situation, je suis prêt à changer, je suis prêt à déménager, puis on n'en parlera pas, on va vivre aucune émotion. On va vouloir passer à d'autres choses immédiatement. » Puis ça, je vous dirais que souvent, ça va nous revenir. Il va y avoir des situations qui vont nous revenir, puis qu'à un moment donné, on va devoir en parler, on va devoir mettre des choses en place pour essayer de s'adapter à notre nouvelle situation. Puis, est-ce que je suis seul, normal, à vivre cela? Bien, oui, vous êtes normal, et non, vous n'êtes pas seul. Puis, je vous dirais que depuis 2 ans, moi, depuis que je travaille pour Parkinson, je connais beaucoup de regroupements. Puis ça, je trouve ça vraiment génial. C'est des choses qui vont vraiment aider les gens à passer à travers le changement important dans leur vie. Comme je vous disais tantôt, au niveau des regroupements, au niveau de la REC, au niveau de la table des aînés, des retraités, je trouve vraiment que c'est des organismes formidables pour ça. Ça vous permet de vous regrouper, de jaser entre vous autres et de parler des situations que vous vivez au quotidien. Et quand on en parle, bien, qu'est-ce que ça fait? Souvent, la personne va en parler, ça va juste faire prendre conscience qu'elle vit une situation. Et souvent, on a nos réponses à travers ça. Puis souvent, on va avoir des réponses aussi à travers ce que les autres vont nous dire. Ça va juste nous faire allumer. Notre réponse est à l'intérieur de nous, mais juste de l'entendre, ça le fait comme on en prend conscience.
Les solutions. J'en ai glissé un mot tout à l'heure. Ben oui, vous êtes normal et non, vous n'êtes pas seul. Comme je vous disais tout à l'heure, tous les gens vivent des deuils blancs. On a une situation ou autre, peu importe, dans notre quotidien, qu'on va vraiment avoir des changements dans notre vie. Puis je vous dirais, tantôt je ne vous en ai pas parlé, mais la perte d'un animal de compagnie, c'est quelque chose qui va sembler être bien banal pour bien des gens, mais il y a bien des gens que ça va être difficile pour eux autres aussi, ça. Tu sais, c'est un deuil, mais il va y avoir des personnes, il peut y avoir 3 manières de vivre la perte d'un animal. Puis ça, je vous en parle parce que moi, je l'ai vécu puis je l'ai fait. Fait que soit qu'on sait que notre chien ou notre chat va vieillir, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va en acheter un autre un petit peu avant que l'autre parte. Pour que, quand que lui va partir, on va le faire. Il va y avoir aussi l'effet que, quand on va perdre l'animal, on va dire « plus jamais j'aurai d'animal, j'ai eu trop de peine ». Puis il va y avoir aussi l'effet, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on va perdre l'animal, puis le lendemain, on va être au pet shop, on va aller en chercher un autre tout de suite. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de solution meilleure que l'autre. C'est toujours de dire, moi, à travers cette situation-là, est-ce que je suis bien? Et est-ce que je vais être capable, justement, de continuer à vivre mes choses au quotidien, puis je ne serai pas affecté par ces situations-là au quotidien. Prendre le temps, bien ça, je vous le disais tantôt, c'est beaucoup en lien avec le processus de deuil. Il y en a qui vont faire le deuil, ça va prendre 1 an, ça va prendre 2 ans, puis il y en a que ça va prendre 6 ans, 7 ans. Il faut prendre le temps de vraiment s'adapter, puis il faut vraiment s'accepter à travers ça. Donc, moi, j'ai un petit peu plus de difficulté à gérer cette situation-là, bien, je prends le temps. Et ça prendra le temps que ça prendra. Il n'y a vraiment pas de temps défini à vivre un deuil blanc. On en parle et qui sait, on peut aider quelqu'un, surtout soi en premier. Ce que je vous parlais tantôt en lien avec les regroupements envers les groupes d'entraide. Il y a des groupes d'entraide que l'on organise, nous, pour le Parkinson. On en parle des deuils blancs. Au niveau de l'Alzheimer, au niveau de justement les associations des retraités, ben il faut en parler. Il faut en parler, puis comme je disais, souvent, c'est qu'on va aider quelqu'un, mais souvent, on va s'aider soi-même. Parce qu'en discutant avec les gens, là, il va y avoir plein de réponses qui vont ressortir de là. Et souvent, c'est nos réponses qu'on a besoin. Donc, c'est de prendre le temps pour soi, puis de se déplacer, puis d'aller chercher aussi de l'aide. Est-ce qu'on peut demander de l'aide avant, pendant et après? Bien, c'est un petit peu en lien avec ce que je vous disais tantôt. Au niveau de la retraite, aujourd'hui, il existe des choses pour préparer les gens qui vont à la retraite, pendant la retraite et après. Quand on vit un deuil, un décès, on ne peut pas vraiment... il y a des décès qui sont vraiment imprévisibles. Par accident ou n'importe quoi, on ne peut pas se préparer avant. Mais souvent, il va y avoir une préparation au niveau des deuils. Quand on parle, mettons, des soins palliatifs, bien, il peut y avoir de l'aide pour aider à se préparer justement à la perte de la personne. Mais au niveau du déménagement, au niveau de plein de choses, il peut y avoir de l'aide avant, pendant et après. Donc, ça va être vraiment de dire, est-ce que je veux de l'aide? Est-ce que je demande de l'aide? Est-ce que je la prends, l'aide? Parce que c'est sûr que de l'aide, il y en a. Dédramatiser, je vous dirais, quand on a un changement important dans notre vie, je vous dirais que dans les premières journées, c'est pas quelque chose qu'on peut faire immédiatement parce qu'on est sous le choc, on est dans le déni. Et la deuxième étape que je vous parlais tout à l'heure aussi, on est dans le tsunami d'émotions. Pour le moment, c'est pas vraiment le temps de dire à la personne « prends ça relax », c'est pas si grave que ça. Il faut laisser le temps à la personne de vivre ses émotions et après, à un moment donné, on peut s'asseoir et dire « est-ce que c'est vraiment grave qu'est-ce que tu vis ?» Donc, ça va être important de le faire, mais il faut vraiment choisir le temps aussi et il ne faut pas brusquer les personnes non plus. On peut aussi aller voir le processus de deuil pour mieux comprendre. Donc, on retourne. Donc, à travers ces situations-là, là, je me pose des questions. Qu'est-ce que je suis en train de vivre là? C'est quoi qui se passe là, dans ma tête? Là? Il me semble que c'est pas normal ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que je fais? On retourne à notre processus de deuil. Et là,
on peut même se situer. Où est-ce qu'on en est rendu à travers de ça? Donc, exemple, on se rend compte que finalement, on n'a pas accepté la situation du tout, puis on est vraiment dans le choc puis le déni. Oh, OK. Donc là, on sait ce on se situe. Donc, on peut vraiment ajuster à ce niveau-là. Fait que l'important, là, c'est vraiment de savoir où est-ce qu'on en est rendu dans notre processus de deuil, où est-ce qu'on est rendu dans notre processus pour les deuils blancs. C'est en racontant l'histoire de ces deuils que l'on fait ces deuils. Moi, je vous dirais que présentement, la conférence attire presque à sa fin. Fait que ce que je vais faire, je pense qu'on pourrait peut-être commencer à prendre les questions. Puis, ça va nous permettre de prolonger aussi là, à travers ça. Il faut se concentrer sur ce que l'on a conservé plutôt sur ce que l'on a perdu. Fait que je vais commencer à prendre les questions. La première question, est-ce qu'un deuil blanc peut être positif? Oh, une très bonne question. C'est moi qui ai posé la question. Oui, OK. Oui, ça peut être positif si vous êtes prêt. Si vous avez préparé votre retraite, moi, ça fait 22 ans que je suis à ma retraite, je ne me suis jamais ennuyé. Jamais. OK. J'étais prêt quand je l'ai pris. C'est la préparation, comme vous avez parlé tout à l'heure, les cours qui se donnent. Et vous devez déjà avoir des projets de prêt. Dans votre retraite, là, moi, je vous dis, il fait 22 ans que je vais m'ennuyer. OK. J'ai fait tout ce que je veux. C'est le temps de réaliser nos rêves quand on arrive à la retraite. C'est le plus beau temps pour les faire. OK. Ce que le monsieur mentionne, c'est qu'il m'a posé la question, c'est que s'il y avait des deuils blancs qui pouvaient être positifs, puis le monsieur dit oui parce que lui, justement, il s'est préparé. Il s'est préparé, il s'est fait des projets, puis lui mentionne que ça fait 22 ans qu'il est à la retraite, puis il ne s'ennuie pas. Donc, ben oui, c'est sûr qu'il y a du positif à vivre les deuils blancs. Pour le moment, c'est sûr que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est sûr que sur le moment, quand on le vit, il n'y a rien de positif. C'est qu'après, c'est quand on a vraiment passé à travers les étapes que là, on réussit à aller chercher du positif là-dedans. Là. Je croyais que le deuil blanc ne s'adressait qu'à l'Alzheimer. Le concept a été élargi et depuis quand? Bien, honnêtement, je vous dirais, cette question-là, moi, j'ai jamais eu connaissance que les deuils blancs étaient vraiment en lien juste avec la maladie d'Alzheimer. Parce que, je vous dirais, peu importe la maladie qu'on peut avoir, on vit des deuils blancs à travers la maladie. Et comme je vous disais tantôt aussi, oui, l'Alzheimer, c'est sûr que les gens doivent adapter plein de choses. Puis l'intervenant de Carpe Diem qui est ici aujourd'hui pourrait vous en parler. Autant comme moi, avec le Parkinson, c'est la même chose. Les gens qui ont une maladie, qui ont un diagnostic de Parkinson, ben il y a des activités qu'ils ne peuvent plus faire. Parce que, soit en lien avec les symptômes, les tremblements, ces choses-là, moi, j'ai des gens qui travaillaient le bois, qui travaillaient avec des outils électriques ou quoi que ce soit pour travailler le bois, qui aujourd'hui sont plus capables de travailler parce que c'est trop dangereux pour eux autres. Donc, pour eux autres, c'est un deuil blanc. Puis le monsieur, justement, me parlait à un moment donné, c'est que lui, il a gardé ses outils pendant presque 5 ans au sous-sol. Parce qu'il n'était pas prêt encore à se départir de ses outils. Il s'en servait pas. Mais le processus de deuil, c'est ça aussi. C'est que les outils sont là, je ne peux plus m'en servir, mais je ne suis pas prêt à me départir de mes outils encore. Donc, il faut prendre le temps, justement, pour tout assimiler ce qui se passe dans notre vie. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de temps défini à ça. Donc, non, moi, je ne crois pas que ça a été vraiment juste en lien avec l'Alzheimer. Puis, depuis quand? Ben, moi, je vous dirais, je pense que depuis que le monde est monde, les gens vivent des deuils blancs. On en vit des deuils blancs, c'est juste qu'on n'en parlait pas avant. On n'en parlait pas avant. Dans les années 50, 60, 70, nos parents, peu importe, prenaient leur retraite, puis garde, on passe à d'autres choses, puis on fait d'autres choses. Puis souvent, ils ne prenaient pas leur retraite. Ils travaillaient pendant des années puis des années. Moi, mon père, il a travaillé jusqu'à 80. Fait que souvent, des fois, les retraites, c'était pas nécessairement comme aujourd'hui. Là. C'est juste qu'on ne mettait pas le mot de deuil sur ce qui nous arrive. En plein ça, madame. Ça, je vous dirais, là, la dame, ce qu'elle vient de dire, c'est qu'avant, on ne mettait pas de mots, tout simplement. On vivait plein de choses, on vivait plein d'émotions, mais on n'avait pas de mots à mettre dessus. C'est vrai. Donc, est-ce qu'on vit plus de deuil blanc avec l'âge?
Oh, ça, c'est une très bonne question. Oh, il y en a que c'est pas ça. Il y en a que les signes de tête font oui. Bien, je vous dirais, ça dépend du contexte. Mais c'est sûr que plus on vieillit, puis c'est beaucoup en lien avec, tantôt quand on parle des pertes de capacité physique et psychologique, mentale. C'est sûr qu'on a moins de mémoire. Physique, des fois, il y a des choses qu'on peut faire moins. Fait que donc, on a à vivre des deuils blancs plus au quotidien. Mais en même temps, faut-tu vraiment généraliser? Je crois pas, parce qu'il y a des gens qui ont 15, 20, 25 ans, puis vivent des changements importants dans leur vie au quotidien. Si on parle de des gens qui sont en maison d'hébergement, on parle de la DPJ, ces choses-là. Donc, faut-tu généraliser? Je pense que non. Probablement qu'avec l'âge, oui, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de changements au niveau de notre physique, de notre psychologique, ces choses-là. Mais en même temps, je pense qu'on ne peut pas généraliser. Je pense que c'est vraiment personnel à chacun. Moi, je vous dirais qu'il y a des gens, je connais des jeunes, à 20 ans, il y avait à peu près une quarantaine de déménagements à leurs actifs. Donc, cette personne-là, à 20 ans, est jeune, elle a déjà beaucoup de deuil blanc de fait. Parce que là, on parle de des amis, on parle de des changements de quartier, peu importe. Donc, je pense pas qu'il faut généraliser, mais c'est sûr que quand on vieillit, bien, il y a plein de changements importants qui peuvent survenir dans notre quotidien aussi, là. Donc, aussi, ouais, c'est ça. C'est ça. La personne me demandait où c'est la même chose à 12, 15, à 20, 30. Ben, moi, je pense que c'est vraiment individuel à chaque personne. Ah, est-ce que la maladie de Parkinson atteint les fonctions cognitives? OK, on va parler un petit peu de la maladie de Parkinson. Je vous dirais, elle va atteindre les fonctions cognitives, mais au niveau de la lenteur. Donc, je vous explique, les fonctions cognitives sont encore là, c'est juste que c'est beaucoup plus lent. Donc, on garde notre mémoire, mais la mémoire est plus lente. On va donner une réponse, ça va prendre plus de temps à dire, mais on a quand même l'information. Donc, les fonctions cognitives ne sont pas nécessairement atteintes, sont juste plus lentes. Donc, on garde nos fonctions cognitives jusqu'à la fin. Quels sont les premiers signes? OK, on parle un petit peu de la maladie de Parkinson. Les premiers signes, je vous dirais, ben, ça va être... Il y a beaucoup de symptômes. Les symptômes physiques, on va avoir les tremblements ou la rigidité. On va avoir aussi le patron de marche. On peut avoir aussi des difficultés de sommeil. Il y a plein de choses au niveau de l'élocution. Donc, au niveau des premiers signes, je vous dirais, les plus connus, le tremblement ou la rigidité. On peut avoir aussi la difficulté un petit peu à marcher. On peut avoir des pertes d'équilibre. Ça va être, je vous dirais, en majeure partie les premiers signes. Je vous dirais qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus à l'affût parce que on est connu de plus en plus, on parle de plus en plus de la maladie de Parkinson, donc les gens ils ont plus un réflexe que quand ils voient un petit quelque chose qui va moins bien, bien, ils vont être capables d'aller voir et de demander de l'aide le plus rapidement possible. Excusez. Quelle différence les symptômes entre le Parkinson et l'Alzheimer? Oh boy! Ça, c'est sûr que là, il y aurait mon collègue de Carpésienne qui pourrait vous répondre, mais les symptômes, je vous dirais, il y a certains symptômes qui peuvent être similaires, mais en même temps, sont tellement différents aussi parce que au niveau de l'Alzheimer, là, c'est les fonctions cognitives là, qui sont atteintes. Là. C'est vraiment une dégénérescence au niveau cognitif. Donc, le Parkinson, on en a une, mais c'est la lenteur, tandis que l'Alzheimer, c'est autre chose. Fait que je vous dirais, la grosse différence... Pourrais-tu m'aider? Hein? Parce que, honnêtement, je vous dirais, il y a tellement de différences, puis en même temps, il y a tellement de choses qui se rapprochent, donc c'est quand même assez difficile. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un neurologue. Fait que souvent, c'est le neurologue qui va donner le diagnostic. Fait que souvent, c'est sûr qu'au niveau des symptômes physiques, le Parkinson, il y a beaucoup plus de symptômes physiques que la maladie d'Alzheimer. L'Alzheimer, je vous dirais, c'est beaucoup plus au niveau cognitif. Tandis que nous, il y a beaucoup de physique, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de symptômes aussi là, au niveau non-moteur. Là. À un moment donné, peut-être que vous allez entendre parler, puis peut-être je vous donnerai vraiment une conférence plus complète sur la maladie de Parkinson, puis vous pourrez peut-être en connaître un peu plus. Là. Oh, pourquoi deuil blanc, la couleur? Oh! Hey, ça, là, je viens de me faire prendre au piège.
Ben, c'est pas grave, c'est correct, ça. J'ai aucune idée pourquoi ils ont appelé ça le deuil blanc. Non. C'est la mort. C'est noir. Hey, José, elle peut m'aider peut-être? Comment tu dis, José? Parce que le noir signifie la mort, le blanc signifie la vie, le deuil blanc, c'est un deuil que tu es encore en vie. Ah, OK, bon, regarde. Ben, José, c'est ça, ma collègue, elle vient de me dire, c'est que, dans le fond, le deuil, c'est le noir. Hein? Les gens, quand ils ont un deuil, que la personne décède, on est en noir, donc c'est la mort. Et le deuil blanc, c'est que là, il y a encore de la vie. Hein? Je trouve ça très logique. Merci, José. Pouvez-vous nous donner les étapes pour préparer un aîné à changer ou quitter son logement? Oh! Honnêtement, je vous dirais que ça, c'est vraiment des questions bien spécifiques, mais la première chose là, que je vous dirais qui va être importante là, de le préparer, c'est de lui en parler et de lui laisser le choix. C'est vraiment ça. Parce que imposer une situation à une personne aînée, c'est sûr et certain que c'est pas l'idéal. Lui faire voir peut-être aussi les avantages, c'est quelque chose qui peut vraiment être positif dans tout ça. Mais honnêtement, là, je vous dirais, c'est de s'asseoir avec la personne et de lui en parler. De lui donner l'opportunité peut-être aussi de lui partager, de lui dire qu'est-ce que cette personne-là aimerait, qu'est-ce qu'elle recherche. Puis peut-être lui faire voir aussi certaines de ses difficultés peut-être qu'elle peut avoir présentement en loyer. Tu sais, de lui rappeler tout simplement sans lui dire « Regarde, t'as-tu vu là? » Mais juste lui dire « Te souviens-tu, papa, au moment? Regarde, t'es tombé, puis regarde, ça a pris du temps avant que t'aies de l'aide. » Peut-être juste lui apporter ces choses-là. Puis en même temps, des fois aussi, c'est peut-être juste de lui montrer le côté positif aussi, peut-être que si la personne déménagerait. Mais en même temps, je vous dirais, des étapes, moi je pense pas qu'il y ait d'étapes à suivre pour convaincre ou quoi que ce soit. Je pense que la seule chose, c'est d'en parler à la personne et de la laisser réfléchir là-dessus, puis de vraiment lui faire prendre la décision. Là. Où on est rendu sur la recherche sur les maladies. Là, vous m'avez dit ces maladies, je vais vous parler plus de Parkinson. Au niveau des recherches, il y a beaucoup de recherches qui se fait. Je vous dirais, on a des chercheurs exceptionnels ici au Québec, à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, avec le CHUM. Il y a beaucoup de neurologues et de chercheurs qui travaillent au quotidien sur des recherches sur la maladie de Parkinson. On a aussi des très bons chercheurs aussi à l'Université Laval à Québec. Je vous dirais, où ce qu'on en est rendu, c'est que c'est sûr qu'il n'y a rien présentement de concret à la guérison de la maladie. On commence à avoir des pistes peut-être pour essayer de ralentir la progression de la maladie ou peut-être même arrêter la progression. Donc, on ne la guérira pas, mais on peut peut-être la stopper, au moins ralentir la progression. Je vous dirais, là, c'est à peu près à ce niveau-là qu'on en est rendu. On en sait un petit peu, il sort certains médicaments. Je vous dirais qu'au niveau de la médication, ça par contre, il y a beaucoup de médications aujourd'hui en lien avec la maladie de Parkinson. On recule de 20-25 ans. Avant, il y avait un médicament. Aujourd'hui, on a une panoplie de médicaments qui peut aider vraiment à contrôler les symptômes. Parce que le médicament, présentement, va contrôler les symptômes en lien avec une bonne exercice. Ça peut aussi peut-être un petit peu diminuer la progression de la maladie. OK. Bien, en lien avec ça aussi, là, c'est où on est rendu avec les recherches sur le Parkinson. Je vous ai répondu un peu, recherche sur l'alimentation. Je vous dirais que présentement, au niveau de l'alimentation, il n'y a rien de général de fait encore. Donc, au niveau scientifique, au niveau de l'alimentation, on n'a pas rien qui pourrait dire que manger telle chose va aider. On a des pistes. C'est sûr que le gluten, la viande rouge, ces choses-là, il y a des recherches qui se font, mais il n'y a vraiment rien en tant que tel encore au niveau de l'alimentation. Quels sont les meilleurs moyens pour combattre les deuils blancs? Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Honnêtement, là, je vous dirais, le deuil blanc, là, premièrement, là, c'est vraiment de prendre le temps de vivre la situation qu'on a à vivre.
C'est sûr qu'en premier lieu, c'est ça. On ne parle pas d'acceptation, là. Mais le processus de deuil est en même lien avec le deuil blanc. Donc, il faut vivre ces étapes-là. Il faut prendre le temps de les vivre. Donc, on est en choc, on est en déni, on le vit. On vit des émotions, on est fâché, on est en colère, on est triste. Ben, il faut les vivre, ces émotions-là. Mais je vous dirais, une chose qui est vraiment importante, c'est simplement d'en parler. Il faut en parler de ce qu'on vit à travers ça. Tu sais, je suis à la retraite, j'ai de la difficulté à meubler mon temps. On en parle. On a des regroupements. On s'accroche à une personne qu'on est plus à l'aise de parler. On s'assoit avec puis on lui dit de qu'est-ce qu'on vit. À travers ça, souvent, on va trouver des solutions. Je vous dirais, je pense que c'est ça un des meilleurs trucs pour combattre les deuils blancs. Ça, je pense que tu n'y aurais pas répondu. Non. Marchander, tu sais, le déni, puis marchander d'autres. Tu sais, faire le tour de d'autres médecins, diagnostics. Oui, OK. Oui. OK. Je pense qu'on se retrouve pendant une certaine période entre le déni et l'expression des sentiments, puis retour au déni et ainsi de suite. Bien, ça, je trouve ça important de lire ça parce que tantôt, quand je vous ai parlé du processus de deuil, il y a 7 étapes. Hein. Là, je vous ai nommé les 7 étapes en ordre. Mais il faut dire que c'est pas statique, ça. On peut être rendu dans la 3e étape qui est on exprime nos émotions, on est en colère, on est triste, on est fâché, puis on peut revenir à la première étape. On peut revenir dans le déni puis dire non, ça se peut pas. Il y a des gens qui vont perdre des gens puis qui vont continuer à mettre la table du conjoint, de la conjointe pendant des années sur la table. La place est attitrée puis il la met là encore. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas statique ça. C'est vraiment pas en ordre. On peut être rendu même à la 4e étape qui est de commencer à planifier des choses, aller dans des groupes d'entraide, aller commencer à s'impliquer dans des associations. Puis après un certain temps, on se rend compte que ça ne fonctionne pas du tout. Puis là, on en retombe dans nos émotions, on pleure tout le temps, on est fâché. Donc, c'est important de savoir que ces étapes-là, on ne les vit pas dans la même ordre, puis on ne les vit pas au même moment, à la même vitesse non plus. Et oui, vous ne me parlez pas du marchandage. Dans le cas de maladies graves, des personnes vont rencontrer différents spécialistes dans l'espoir d'un autre diagnostic. Bien, ça, c'est vraiment la première étape. C'est dans le déni. Hein? La personne va recevoir un diagnostic d'une maladie, puis elle va dire non, ça se peut pas. Puis ça, je vous dirais que je le vis beaucoup, moi, avec la maladie de Parkinson. Il y en a qui vont aller consulter 2, 3, puis 4 neurologues. Donc, ils sont à Trois-Rivières, ils vont aller à Montréal, ils vont aller à Québec, puis des fois, ils vont retourner à Montréal. Donc, ils vont aller en voir des neurologues pour vraiment être sûrs. Pour vraiment, ça fait partie justement du marchandage. Non, je n'ai pas cette maladie-là, il s'est trompé, ça se peut pas, j'ai pas cette maladie-là. Donc oui, ça l'arrive. Puis je vous dirais qu'au niveau du deuil blanc, c'est des choses qui peuvent arriver aussi, là. C'est sûr qu'à un moment donné, quand on est rendu à un certain point dans notre vie, qu'on n'est plus capable de vivre dans notre maison, exemple, puis que là, on s'acharne à vivre à la maison, on s'acharne à dire « je suis capable », mais là, on tombe, puis on a plein d'événements qui font en sorte qu'on est un petit peu perturbé à travers tout ce qui se passe. Puis là, c'est la famille aussi, c'est les enfants, c'est les proches, sont inquiets. Mais là, nous, on est vraiment acharnés à dire « non, je suis capable de vivre encore dans ma maison ». Puis finalement, il peut arriver un événement des fois qui sont plus plates, plus graves. Puis là, il faut se rendre à l'évidence qu'il faut déménager. Il faut soit dans une résidence ou peu importe. Que pensez-vous du marchandage? Vous le placez où? Bien là, je viens de répondre à la question. Moi, c'est directement dans le premier. C'est dans la première étape, c'est dans le déni. Donc, on a un choc, on est dans le déni. Fait que là, on va vraiment dire non, j'ai pas cette maladie-là, ou je suis capable de rester chez nous encore, peu importe. Donc, on va marchander vraiment à la première étape. C'est quand toute cette situation-là, la nouvelle situation arrive, c'est là qu'on va marchander. Mais comme je vous disais, c'est qu'on peut être rendu dans la 4e étape, puis on va peut-être retourner au premier, parce qu'à un moment donné, on se rend compte que finalement, non, je suis pas prêt. Combien de gens disent, des fois, ils vont prendre des décisions, dire « Ah oui, c'est correct, je vais m'en aller dans une résidence ou je vais déménager. » Un mois après, ils ont changé d'idée. Fait que c'est ça un peu. Non, je suis capable encore finalement, je vais rester encore. Fait que moi, je vous dirais que le marchandage va se situer beaucoup au niveau du déni dans la première étape. Y a-t-il une trace dans l'ADN du Parkinson?
comme c'est le cas de l'Alzheimer. Non, présentement, je vous dirais qu'il n'y a aucun test, aucune trace dans l'ADN de la personne qui a le Parkinson. Il n'y a aucun test diagnostique non plus. Le diagnostic du Parkinson se fait simplement par les questions du neurologue et l'observation du neurologue. Donc, présentement, on n'est pas rendu encore à détecter dans l'ADN pour la maladie de Parkinson. Si une personne a le Parkinson, est-ce que les frères et sœurs sont plus à risque de développer la maladie? Ça, encore là, je vous dirais que c'est non, mais on ne peut pas généraliser. Les causes de la maladie sont encore très, très, très inconnues, sont très, très vagues encore, parce que c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à trouver de médicaments pour guérir la maladie. Donc, il y a deux pistes. Génétique, oui, il peut y avoir une partie, puis environnementale. Donc, il peut y avoir une faiblesse génétique. On est en contact avec un pesticide ou quoi que ce soit, on peut développer la maladie. Mais il y a des gens, moi j'ai des personnes dans une même famille, sont 8 sœurs, sur les 8 sœurs et frères, il y en a 5 qui ont la maladie dans la même famille. Tandis que j'en ai d'autres que je rencontre qu'il n'y a aucun antécédent familial. Ils sont les seuls dans la famille, même pas les grands-parents, les arrière-grands-parents non plus. Donc, on a-tu plus de chance si notre frère, notre soeur, notre père, notre mère a la maladie? Non, ça ne veut absolument rien dire.